Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, chers participants, c'est un honneur pour moi que de vous accueillir dans ce lieu évidemment majestueux, dont les premières pierres remontent au XIIIe siècle et qui a vu passer d'illustres personnages, vous en avez aperçu certains, mais aussi la physicienne Marie Curie, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss ou encore la First Lady Jackie Kennedy. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à notre jury d'exception aujourd'hui que je remercie, avec Hippolyte Broud, professeur au cours Cochet de la Veine, Sophie Gournay, directrice de la communication, des partenariats et des événements du magazine Le Point, Nathalie Lagos, directrice de la communication de Mazars en France, Marion Roussel, comédienne et étudiante à l'École supérieure d'art dramatique de Paris, et Jean-Marc Mansvelt, président-directeur général de Chaumet. L'art oratoire est un art simple.
qui commence quand le soir on raconte une histoire à nos enfants au moment du coucher. L'art oratoire est un art précieux, car il met en mots les idées, les opinions et même les émotions. L'art oratoire est un art engagé, car il exige de défendre avec assertivité nos raisonnements. L'art oratoire est un art brut, car il mobilise cette incroyable énergie vitale que nous avons chacun en nous pour capter l'attention, transmettre et convaincre. L'art oratoire est un art fascinant, un art captivant, un art intemporel. La tribune, la scène, l'estrade deviennent des lieux sacrés où cet art s'exerce. Lorsque le théâtre de Marioupol est bombardé le 16 mars dernier, c'est un choc. C'est le choc du bombardement d'un lieu sacré, car dédié à cet art, où des femmes, des hommes, des enfants ont trouvé refuge, tel ils le feraient, dans un lieu de culte, et dont on ne pouvait imaginer qu'il serait ciblé. Alors, chers amis, aujourd'hui, célébrons ensemble cet art précieux. Et comme le disait très justement Antoine de Caunes à l'ouverture de la dernière cérémonie des Césars, soyons à la hauteur de la chance qu'ils n'ont pas. Vous allez assister à un concours d'éloquence dans un format totalement inédit. Aujourd'hui, vont s'affronter devant vous des binômes constitués d'orateurs qui ne se connaissaient pas il y a 2 mois. L'un étudiant, rodé à l'exercice du concours d'éloquence, l'autre issu du monde de l'entreprise, Mazar, novice dans l'exercice. Choc des générations, choc des cultures, choc des idées. Leur prestation est le résultat d'un choc créatif et inventif. Chaque binôme disposera aujourd'hui de 8 minutes sur un seul et unique thème. Vous avez dit impossible ? Qu'une pandémie bouscule l'économie mondiale ? Inimaginable ? Impossible ? Que des hommes s'installent un jour pour vivre sur une autre planète ? Imprudent ? Impossible ? Qu'une intelligence artificielle devienne littéralement imbattable aux échecs face aux plus grands champions ? Impensable ? Impossible ? Que la menace de l'arme nucléaire soit brandie aux portes de l'Europe au XXIe siècle ? Inconcevable ? Impossible ? Que nous investissions demain dans des œuvres d'art virtuelles pour des millions d'euros ? Improbable ? Impossible ? Les binômes exposeront devant vous leur vision, au singulier comme au pluriel, de l'impossible, des impossibles. Chers participants, je vous ai vu vous préparer. Vous m'avez amusé, vous m'avez fasciné, vous m'avez touché, et je suis impatiente de vous écouter. Comme le disait Sarah Bernard, le trac vient avec le talent. À vous observer, là-bas, au dernier rang, vous avez beaucoup de talent. Amusez-vous, profitez et prenez le temps. Je déclare officiellement ouvert le premier concours d'éloquence de la Cité de la Réussite. Ils ignorent l'ordre de passage. Je vais donc à chaque fois appeler le binôme qui aura l'agréable surprise de se produire devant vous. Et je vous demanderai, pour les encourager bien sûr, de les applaudir chaleureusement pour les accueillir. Le premier binôme à se produire ce soir, et je vois leur regard impatient, est composé de Chirine Ben Abdelkader de Dauphine et d'Alexandre Rodionov de Mazar. Et je vous demande de les accueillir chaleureusement.
Chirine, Alexandre, je vous laisse vous munir de vos micros. Et vos 8 minutes commencent maintenant. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui m'est arrivé hier. Quelque chose d'unique, d'exceptionnel. J'étais chez moi, je prenais ma douche, et puis j'ai baissé les yeux et... Attends, on est en plein concours d'éloquence, on peut pas parler de ça. C'est impossible. Comment? Impossible? Tu as dit impossible? Mais c'est toujours pareil avec toi. Toujours pareil. Tout est impossible. J'en ai assez de l'impossible. C'est un mot qu'on emploie à tort et à travers. Qu'est-ce que l'impossible? L'impossible, c'est ce qui n'a aucune chance de se produire. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a aucune chance que je devienne invisible d'un coup devant vous comme ça, d'un claquement de doigts. Mais impossible, ce n'est pas improbable. Improbable, c'est peut-être commencer un concours d'éloquence en parlant de sa douche, je te l'admets. Et impossible, ce n'est pas non plus difficilement réalisable. Et on a souvent tendance à confondre impossible et difficilement réalisable du fait des limites qu'on s'impose à soi-même et qu'on nous impose. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui s'est passé quand tu as voulu postuler à l'Université de Paris-Dauphine. En même temps, c'était impossible. 10%. 10%, c'est le pourcentage d'étudiants admis à l'Université Paris-Dauphine. Et en plus, aucun élève de mon établissement n'avait terminé sa scolarité là-bas. Donc, excuse-moi d'avoir des doutes. Et puis en plus, lorsque vous avez les médias qui vous martèlent jour après jour que seulement 9% d'enfants d'employés vont dans de grandes écoles... Oui, mais là, justement, tu écoutes les limites que des gens essayent de t'imposer. Tu écoutes des gens qui essayent de te dire ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Et si tu réfléchis comme ça, tout te semblera impossible. Imagine par exemple un grand accidenté de la route à qui on dit « tu ne marcheras plus jamais ». Crois-tu qu'il va abandonner? Non. Il va probablement se battre avec beaucoup d'efforts, réussir à marcher, peut-être devenir un grand athlète. Et tu vois, c'est ça. Il faut savoir lutter contre les limites qu'on nous impose. Et je crois que c'est un petit peu ce que tu as fait finalement. Oui, mais quelquefois, il y a d'autres facteurs à devoir prendre en compte. Par exemple, le fait qu'à Dauphine, la plupart des étudiants proviennent plutôt de filières scientifiques, alors que moi, je provenais plutôt d'une filière économique. Et puis, surtout, il y avait des élèves avec des dossiers bien meilleurs que le mien, qui venaient de grands lycées parisiens, alors que moi, je venais tout juste du 93. Donc, dis-moi, si c'est pour échouer, alors vaut mieux même pas candidater. Ah, nous y voilà. La fameuse autocensure. Mon meilleur ennemi, c'est moi-même. Il faut que tu apprennes, il faut apprendre à déconstruire nos propres limites. Imagine si Beethoven avait fait la même chose que toi. Savais-tu qu'à 27 ans, Beethoven comprend qu'il devient petit à petit sourd? Il s'isole, il sombre dans l'alcool et pense même au suicide. En effet, comment continuer à composer des œuvres quand on n'est même plus capable d'entendre? Impossible, me diras-tu. Et pourtant, c'est justement à ce moment-là que Beethoven s'est accroché, s'est raccroché à son art, à sa passion, et a créé les œuvres les plus complexes, les plus profondes de son répertoire. Alors, je te vois venir. Tu vas me dire que tu n'as pas le don d'un Beethoven. Mais ici, il s'agit juste d'illustrer le fait qu'il faut être capable de déconstruire les limites que l'on s'impose. Et je suis persuadé que vous tous ici réunis, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vous trouve bien optimiste. Et puis, toi, tu sembles t'oublier. Et un petit peu hypocrite. N'est-ce pas le concours d'éloquence? Touché. C'est vrai que quand on m'a dit que j'allais participer à un concours d'éloquence, ça a été un peu la panique. Je crois que j'ai cherché toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas le faire. Je n'ai pas le temps. Non, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais parlé en public. J'ai piscine. Je n'ai pas la culture suffisante. J'ai encore piscine. Je vais me ridiculiser. Et je vous ai dit que j'avais piscine ou pas? Mais finalement, grâce à toi, je me suis lancé. Et
regarde où on est, ça n'a pas trop l'air de si mal se passer. Oui, effectivement. Je pense qu'on a tendance à affirmer qu'une chose est impossible, alors qu'en réalité, elle est juste difficile. C'est juste que c'est plus simple. Plus simple de décréter l'impossibilité d'un projet plutôt que de faire face à son échec. Mais sommes-nous les seuls? Est-ce que vous qui êtes ici ce soir, ça vous est déjà arrivé de décréter qu'un projet était impossible par peur d'échouer? Je pense que c'est là que tout se joue. Si je décrète qu'aller à Dauphine est impossible, c'est surtout parce que c'est plus simple. Comme ça, j'ai toujours une bonne excuse, et puis au moins, que ce soit les autres ou moi-même, personne ne m'en voudra d'abandonner. Je te comprends, mais même si tu es refusé, même si tu échoues, tu auras l'occasion d'apprendre, de t'améliorer, et de réessayer et de réussir. Et je suis persuadé que c'est arrivé à plein de personnes ici présentes d'essayer, d'échouer, d'essayer, d'échouer, d'essayer, d'échouer à nouveau, et finalement, en réessayant une dernière fois, de réussir. Regarde, même nos illustres présidents de la République, Jacques Chirac, François Mitterrand, pour ne citer qu'eux, ont échoué 2 fois aux élections présidentielles avant d'être élus lors de leur 3e tentative. Alors, c'est vrai que réussir au bout de la 3e fois, c'est pas donné à tout le monde, hein, n'est-ce pas, Jean-Luc? Mais tu vois où je veux en venir. Et au final, à Dauphine, j'ai été prise. Et toi, pour le concours d'éloquence? au final, on y est. Je pense qu'effectivement, toi et moi, on avait plutôt tendance à affirmer assez rapidement et facilement que tout était impossible par peur. Comme ça, on avait toujours une bonne excuse. Et en effet, si on échoue, c'est difficile, mais on apprend et on peut se relever. Et plus c'est difficile, plus la victoire est belle. Et vous qui êtes ici avec nous ce soir, prenez 5 minutes. 5 minutes pour vous remémorer ce moment où vous aviez eu une idée, un projet, un rêve, et que vous vous étiez dit « Ah non, ça c'est impossible, je ne peux pas le faire ». Allez-y, prenez 5 secondes. 5 minutes, ça ferait beaucoup. Oui, c'est ça. Cette idée-là, ne la lâchez plus. Cette fois-ci, ne l'abandonnez plus. Ne laissons personne, ni les statistiques, ni nos amis, ni notre famille nous dire que notre projet serait fou, qu'il serait irréalisable et qu'il serait impossible. Si je n'avais pas postulé à Dauphine, je l'aurais regretté durant des années. Et aujourd'hui, je ne me serais pas retrouvée face à vous. Et moi, si je n'étais pas ici, aujourd'hui, je n'aurais pas vécu toutes ces émotions fortes. Et maintenant qu'on a compris qu'on pouvait commencer un concours d'éloquence en parlant de sa vie personnelle, je vais me permettre de reprendre. J'étais donc dans ma douche, j'ai baissé les yeux et... Attends, garde ça pour un autre concours. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Chirine d'avoir arrêté Alexandre juste à temps par rapport au chrono. Alors c'est jamais facile de passer en premier, mais ça y est, je lis sur vos visages le soulagement et je lis sur celui de vos adversaires une angoisse qui monte progressivement. Et j'en profite. Le second binôme à se produire ce soir est composé de François Quintin, Paris Descartes et de Vincent Yapadré-Mazard, et je vous demande de les accueillir chaleureusement. Comme le veut la tradition, François, Vincent, ouais, c'est bon, ça fonctionne. Vos 8 minutes commencent maintenant. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière, à sa proie attachée. Si Racine scelle en 2 vers le destin de ses héros, il convient de nous interroger sur nos propres destins, nos propres chemins. Aussi, l'impossible comme expression d'une fatalité relative à notre condition humaine, l'impossible comme le phénomène qui se transforme en Pompée,
ceux qui ne voulaient que vivre César. L'impossible, comme cette barrière qui empêche l'homme de se réaliser pleinement. Mais ici, dans cet amphithéâtre, voyons l'impossible comme un imposteur, un mirage, une illusion. Vous avez dit impossible? Soyons passagers de ce train qui vous montrera que vivre ne rime pas avec l'irréalisable. Impossible de ressentir ce que cela fait d'être père avant de le devenir. Impossible pour ma femme et moi, malgré 9 mois de préparation, d'imaginer le bonheur que nous avons ressenti lorsque nous avons serré notre fils dans nos bras pour la première fois. L'aventure commençait alors, et ainsi, un nouveau passager montait en juin dernier dans le train de notre vie. Impossible pour ma femme et moi, après plus d'1 mois de ce début de voyage à 3, d'entendre le message des médecins nous imposant un premier arrêt au cours du chemin. Un arrêt imprévu, un arrêt brutal avec l'annonce de ta maladie. Coup de sifflet, coup d'arrêt, souffle coupé, train arrêté en pleine voie. Personne ne descend de voiture, mais changement d'itinéraire. La totale. Impossible, pour ma femme et moi, de croire en une vérité qui serait là, enfouie au plus profond de toi. Et pourtant, dès les premiers instants, au moment même où tu as entrevu la vie en pleurant, la vérité était déjà là, passagère clandestine, et elle se découvre depuis lors, lentement, graduellement, péniblement. Imperceptiblement, elle s'amplifie chaque jour et finira, demain, malgré toutes nos précautions et dans notre plus grand chagrin, à t'imposer la descente de notre train, avant l'heure et avant nous. Impossible pour ma femme et moi, aujourd'hui que tu es là et que tes rires et ta présence sont désormais nos plus précieux bagages, de concevoir la fin de notre voyage sans toi. C'est paradoxal, car pourtant, il y a encore quelques mois, tu n'existais pas. Je suis la gare qui a vu partir ce train. Je suis la gare qui se souvient de ce train et qui vous le commente en ce mois de juin. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Illustration scientifiquement parfaite et extrême de ce qu'est le génie humain. Cette phrase célèbre devant mettre fin au culte du pratiquement divin, caractère impossible de nos destins. Ce dernier étant ce qui nous retient, ce qui nous sert d'excuse face aux obstacles de la vie, il convient pourtant de remettre en cause sa réalité, sa véracité, son authenticité, bref, sa présence dans nos vies. Projection vraisemblablement imaginaire de notre âme, de notre subconscient, le caractère impossible d'une action n'est finalement qu'une perception erronée ou une échappatoire trouvée, afin d'éviter de réaliser ce que nous ne voulons ou avons peur de faire. Aussi, la reconnaissance, mais surtout la prise de conscience de la responsabilité sartrienne de notre existence est nécessaire pour faire de notre vie un chemin où les obstacles ne sont que temporaires et non définitifs, ne signalant jamais une impasse au détour de nos sentiers. Au fond, vous qui dites impossible face à l'épreuve, souvenez-vous que votre existence, votre source, alimentant le plus beau des fleuves, n'appartient qu'à vous seuls, qu'il rayonne ou qu'il pleuve. Alors, mesdames, messieurs, après plusieurs millénaires d'attente, retournons dire à Sisyphe de réessayer encore. Car vraiment, mais alors vraiment, je vous l'assure, rien n'est impossible. Je suis la gare de la correspondance de ce train qui prend un autre chemin. Je suis la gare qui se souvient de ce train et qui vous le commente en ce mois de juin. La réalité, c'est qu'il est impossible de te protéger de la vérité qui est là, viciée au creux de tes poumons et de ton estomac. L'apprendre, le comprendre et l'accepter ne fut pas une chose aisée pour ceux
qui t'ont instantanément aimé. Il y a des vérités dont on se serait bien passé. Savoir est toujours amer, souvent à nos dépens et parfois contraire à l'ordre naturel des événements. Et pourtant, ce train dans lequel tu nous as rejoints un soir de juin va inexorablement continuer son chemin, avec son lot de chagrin, certes, mais aussi d'entrain et de souvenirs communs. Ce trajet ne sera pas linéaire. Ce trajet nécessitera des adaptations, des priorisations et de la persévérance. Ce trajet, jalonné d'embûches, nous imposera des changements soudains. Mais ce qui est certain, c'est que nous serons ensemble pour faire face à notre destin. Et demain, ce train dans lequel nous avançons ensemble depuis ce mois de juin sera complété par un nouveau passager qui sera, lui aussi, une composante cruciale de notre destinée. Je suis la gare qui a vu Fulet foncer sans s'arrêter ce train déterminé. Je suis la gare qui se souvient de ce train et qui vous le commente en ce mois de juin. Rien n'est impossible, nous l'avons dit. Pourtant, l'impossible, c'est aussi les limites de l'homme et ses natures imparfaites. C'est Ève croquant la pomme, c'est les mystères du monde physique. C'est l'inévitable mort qui conclut la vie. Face à des faits qui entraînent l'impossibilité de certaines choses, l'inaccessible n'existe pas non plus. Ces formes de composantes de l'existence nous demandent de vivre avec elles, pas de les dépasser. Ce sont des lois de l'univers. Vivre pour apprendre à les dompter. Dans l'arène de la vie, le taureau n'est pas à abattre, mais bien à domestiquer, à rendre docile pour le côtoyer sans se faire tuer. Il en est pareil de notre propre mort. Apprendre à la tutoyer, à vivre avec, sans jamais que la peur qu'elle engendre ne laisse amoindrir la saveur de la vie présente. Ces réalités ne sont donc pas des obstacles, mais des paramètres inflexibles de nos vies. D'ailleurs, chacune de nos vies est unique. Et ce n'est pas le terme, donc la mort, qui la rend unique, mais bien la vie en elle-même. Ce n'est pas le but que l'on retient, mais bel et bien le chemin. D'ailleurs, je ne retiens que le Julien Sorel qui gravit les marches de la société et non le Julien Sorel qui monte sur l'échafaud. Notre vie, notre destin, est un chemin initiatique dont la fin, déjà prévue, ne présage en rien de la richesse du vécu. De même, aucun itinéraire n'est prévisible, car le chemin de la vie ne se construit que par l'expérience de l'existence. Alors, mesdames, messieurs, rien n'est donc vraiment impossible dans le cadre plus ou moins limité, impitoyable mais beau, que la vie nous offre. Je suis la gare qui a vu arriver ce train, passant par tous les chemins. Je suis la gare qui se souvient de ce train et qui vous le commente en ce mois de juin. Chers passagers, chers compagnons de voyage qui avez pris place avec nous à bord du train, il est d'usage, comme l'exige l'apprentissage, de conclure cet exposé en utilisant des mots travaillés, ciselés et soignés pour évoquer cette vérité qui nous a tous, un jour ou l'autre, frappés. Le message, en toute humilité, est le suivant. Il y aura sur votre chemin d'impossibles, d'impensables, d'indicibles vérités, mais avancez, vivez, vibrez et par-dessus tout, partagez votre lumière aux autres passagers du train. Car finalement, ce qu'il n'en restera, ce n'est que la beauté du voyage. Merci beaucoup, messieurs. Alors, c'est un train qui avait un petit peu de retard, vous l'aurez noté, mais ça n'arrive plus. Merci de nous avoir embarqués à bord de ce train. Ce fut un honneur d'être le temps de votre prestation passager à vos côtés, vos compagnons de route. Nous descendons en gare, nourris de la leçon que vous venez de nous offrir. Je les vois qui s'impatientent au fond. Sans tarder, je vais donc vous partager le nom du troisième binôme qui va se produire ce soir. Et il est composé de Étienne Anstedt de l'Essec et de Romain Josserand de Mazars. Merci de les accueillir chaleureusement.
Messieurs, tu prends un micro. Vous êtes prêts? Vos 8 minutes commencent maintenant. Je suis éreinté. Je suis démoli. Je suis triste. Je l'ai perdu pour toujours. Son seul tort fut de suivre le cours normal de la vie, sans chercher à résister au passage inéluctable de la vieillesse. Elle était la sagesse. Elle était le repère qui manque aujourd'hui à mon être. Je veux la revoir. Je veux entendre son rire. Et ses doux mots, comme seuls les aînés savent les avoir. J'ai besoin d'elle. Ah, cette chère conscience est de retour. Mon grand, tu sais très bien que c'est impossible. Comme d'avoir un micro qui marche. Le grand impossible, physiquement, mécaniquement, chimiquement. Tu es hors du réel. Tu te prends pour Dieu, pour Jésus. Mais mon petit gars, la réalité, elle n'est étrangère à personne. Faire revenir ta grand-mère d'entre les morts. Tu me diras, mais j'ai l'habitude. J'ai une grande habitude. Déjà à 7 ans, tu voulais marcher sur l'eau. Impossible. Vivre sur Saturne. Impossible. Et maintenant, tu veux faire quoi? Ressusciter les morts. Mais c'est impossible! Mais je sais que c'est impossible. Le grand impossible. Bien sûr. On ne peut rien y faire. Mais tout n'est pas si noir. Tout n'est pas si fermé. Une épreuve est faite pour être surmontée. J'en ai la capacité. Je peux le faire. Je le sais. Saint-Exupéry a raison. Les orages, la brume, la neige, quelquefois ça t'embêtera. Pense alors à tous ceux qui ont connu ça avant toi. Et dis-toi simplement que si d'autres personnes ont réussi, tu peux le faire également. Ah, tu me diras, je te reconnais bien là, te cacher derrière des citations, des concepts évasifs jetés en l'air comme des cotillons qui retombent. Mais tu sais que tu vas te planter. Un deuil, c'est presque impossible à accomplir. Tu as un mur en face de toi et toi, tu fonces. L'échec est la dure réalité de l'homme, mon cher. Mes chères consciences, oui, le vide à combler est abyssal. J'ai conscience de la difficulté. Mais la difficulté n'est pas synonyme d'impossibilité. Et avoir conscience des difficultés ne doit pas empêcher d'avancer. Pour vivre sans elles, il faut que j'ai des projets, que je réalise quelque chose, que j'aille de l'avant. Mon esprit a besoin de se détourner de la peine. De l'art, du sport, une performance, une carrière, bref, une direction. Et ça continue, l'illusion du succès. Tu penses que toi, petit comme tu es, tu pourrais fonder un journal réputé comme Le Point? Fonder une maison célèbre comme Chaumet? Ou un cabinet reconnu comme Mazars? Tu veux parler de ton rêve ridicule de devenir footballeur, tiens? Tu as échoué, trop petit, pas assez assidu, pas assez bon techniquement. La fameuse blessure des croisés, ben voyons. Tu étais simplement trop faible et pas assez bon. Bref, impossible. Le grand impossible, tu as compris, ta grand-mère est morte, mais le petit impossible, devenir quelqu'un, tu n'as pas encore compris, visiblement. Oui. Ouais. Des projets non aboutis, je peux en citer des dizaines, des milliers. Mais tu penses vraiment que je vais finir ma vie à me morfondre, à rien faire? Pire, à t'écouter. Je veux tenter, je veux échouer et je veux me relever. Est impossible ce que tu n'essayes même pas? Alors,
Laisse-moi croire que je peux avancer. Donc en résumé, tu es paumé, tu as déjà tout échoué et tu cherches juste un projet. Mais mon grand, surmonter l'impossible sans direction, c'est voué à l'échec. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. C'est beau. Bref, tu me rappelles une douce phrase qu'un grand auteur nous a laissée. Oublie que t'as aucune chance. Sur un malentendu, ça peut passer. Mais tais-toi! Laisse-moi! Je t'ai donné raison trop de fois. Si je t'avais écouté de toute ma vie, je n'aurais rien fait. Rien accompli. Il faut se battre. Bien sûr, rien ne sert de nier le grand impossible. Celui qui intervient hors de la raison. Mais celle que l'on rencontre le plus souvent, c'est notre propre finitude, notre propre faiblesse. Nos défauts qui poussent à croire que nos objectifs sont trop beaux, trop hauts, impossibles. Non! Écoute, enfin, tu sais que mon rôle, c'est de te taquiner. Je suis une bad cop, une balle conscience. Je t'ai embêté, je t'ai rabaissé, je t'ai dénigré. Mais au moins, j'ai créé cette adversité interne qui est nécessaire pour avancer. En l'espace de quelques minutes, je pense, mon cher, que tu as compris. Et n'oublie pas que la confiance en soi reste une puissance de moteur interne, permettant d'enfoncer toutes les portes, même celles qui n'existent pas encore. Enfin des mots bienveillants. Mes chères consciences, ne reviendrais-tu pas à la raison? 7 minutes, peut-être un peu moins, de lutte interne, et l'impossible laisse entrevoir l'horizon. La perte d'un être cher est une épreuve terrible. Bien sûr, le fait de voir revenir la personne est impossible, il faut l'accepter. J'essaye péniblement. Même la plus grande volonté ne pourra jamais lutter contre cette réalité. Par contre, ce que je peux faire, c'est apprendre à vivre sans elle. Grandir, avancer, avoir des projets. Je sais qu'elle continuera à m'accompagner. Une sorte de troisième voie dans ma tête. Combattre mes propres démons qui cherchent à me détourner et accepter la difficulté de réaliser des projets. C'est ça l'objectif. Je veux tenter. Et encore une fois, je veux échouer et je veux me relever. En synthèse, est impossible ce que tu sais, essaye même pas, non? Bon, chère conscience, on y va? Merci beaucoup. Alors moi, je suis assez rassurée. Je me pensais légèrement schizophrénique. Je ne suis donc pas la seule à entendre cette petite voix qui me chahute. Donc ma conscience et moi allons donc maintenant accueillir le prochain binôme. Et le quatrième et avant-dernier binôme à se produire ce soir est composé de Even Bakouche de Dauphine et Camille Dupont de Mazars. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Merci. Et vos 8 minutes commence maintenant. Waouh! La Sorbonne. Cela semble bien improbable de se retrouver ici, là, maintenant devant vous, par terre de personnalités éloquentes. Sans vouloir faire de l'apriorisme, notre présence ici semble aussi évidente que celle de Robert de Sorbon, qui aurait été commissaire aux comptes. Improbable, a priori.
Tout simplement impossible. Impossible de nous imaginer d'être un jour invités à prendre la parole, voire même jouer des paraboles, dans ce temple illustre du savoir et de la littérature. Tu parles? Déjà, quand on se lance dans nos présentations, une fois sur deux, on pédale dans le couscous. Je ne suis pas certaine que cette référence au couscous soit la plus appropriée dans ce temple illustre. Et alors? Cela serait impossible de parler de couscous à la Sorbonne? Le couscous, c'est pourtant un art gustatif, un élixir de saveur, une ode à la vie. Alors très bien, parlons du couscous, cela nous fera parler de la vie. Mais ne crois-tu pas que c'est mission impossible de parler de couscous pour un concours oratoire? L'adage nous dit bien, entretenez l'impossible, l'impossible fera le reste. Je veux bien, mais quand même, parler de couscous dans ce contexte? Tu connais cet autre adage? À cœur vaillant, rien n'est impossible. Alors pourquoi pas commencer en évoquant le couscous par le prisme de la diversité? Pour ne froisser personne, nous n'allons pas chercher à connaître l'origine géographique du couscous. Parfois algérien, parfois tunisien, parfois breton, même parfois suédois. Pour nous, le couscous est tout simplement français. Cela a été statistiquement prouvé. Entre le bœuf bourguignon et la blanquette de veau, le couscous est de loin l'un des plats préférés des Français. Et nous, on trouve ça incroyable. Il n'est pas non plus impossible pour nous de parler d'histoire en évoquant le couscous. Le couscous n'est pas forcément préparé par des mamies bretonnes, contrairement à ce que nous dit l'industriel Tipiak, ni cuisiné par des pirates. Nous n'avons trouvé aucune source historique à ce sujet. Le couscous est en réalité né en 300 avant Jésus-Christ. Et oui, c'est un plat berbère, et plus précisément de l'empire berbère numide. La France a découvert le couscous lors de la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle. Mais d'autres historiens culinaires pensent que le couscous est connu en France depuis plus longtemps que cela. En effet, à l'époque médiévale, des auteurs français en parlaient déjà dans leurs œuvres littéraires. Là, on fait clairement très Sorbonne. Et toi, qu'en penses-tu? Crois-tu qu'il soit impossible de parler d'étymologie lorsque l'on évoque le couscous? Très étrange comme parallèle. D'ailleurs, d'où vient ce nom si incongru? Tu veux vraiment le savoir? Allons-y. Au XIIIe siècle, on ne parlait pas de couscous, mais on parlait du cussu-cussu. Ensuite, au XVIe siècle, Rabelais s'empare de la question et l'appelle le cause-coton à la mauresque. Ensuite, c'est Alexandre Dumas, au XIXe siècle, qui tente un petit coussou-coussou. Et enfin, Georges Sand, toujours au XIXe siècle, le cite pour la première fois dans la littérature française. Et là est né notre couscous. Là, c'est la classe. Notre couscous intègre directement la jet-set parisienne. Et nous sommes très loin de tes tantes berbères. Mais attendez, le couscous est-il un plat pour les riches ou pour les pauvres? Ah bah tu vois, ce thème-là non plus n'est pas impossible. Tu peux tout à fait parler d'économie en évoquant le couscous. En effet, aujourd'hui, nous pouvons trouver des couscous à toutes les sauces et à tous les prix, selon le cours du blé. Hélas, un peu en souffrance en ce moment. Sa semoule reste quand même accessible à tous et s'impose dans tous les types d'assiettes. Ainsi, elle s'émancipe de tous les types sociaux, codes sociaux. Et ce, pour notre plus grand bonheur. Je me pose une autre question. Crois-tu qu'il serait impossible d'associer la sociologie au couscous? Il est clair que le couscous ne se limite pas à un simple partage de denrées alimentaires. La préparation du couscous est un événement avant l'événement. Déjà, 10 heures de préparation. Très loin des 2 minutes vendues par nos amis Tipiak. Suppose des conversations tout aussi longues entre les préparateurs, enfin plutôt, les préparatrices. Et oui, comme on ne consomme pas le couscous seul, on évite de le préparer seul. Ceci n'est pas une logique productivisme, mais surtout un patrimoine culturel. La préparation du couscous, souvent féminisée,
doit permettre aux préparatrices d'échanger sur leur vie pendant des heures. Donc, le couscous peut nous faire parler de féminisme? Du féminisme? Impossible. Eh oui, chère assemblée, vous ne rêvez pas. Nous faisons bien un lien entre l'émancipation de la femme et le couscous. La préparation du couscous est traditionnellement très féminisée. Il était très mal vu dans certaines zones géographiques de ne pas savoir préparer de couscous pour une femme. Heureusement que le côté, pour être considérée comme une bonne épouse, il fallait être une bonne cuisinière, disparaît. Et qu'il y a bien de meilleurs critères que le talent culinaire comme base de mariage. Sa préparation ne sera plus autant genrée, et c'est tant mieux. Vous avez dit impossible? Serait-il même insensé de voir que le couscous nous envoie, tel un prophète des assiettes, d'importants messages? Notre couscous, c'est un peu la métaphore de ce que nous sommes aujourd'hui. Des graines bien roulées, préparées à toutes les sauces, savoureuses, et de toutes les couleurs. Le couscous, au final, c'est une ode à l'amour inconditionné. Il est accessible à tous. Il peut être cuisiné selon les plaisirs et les contraintes de chacun. On mange, on partage, on rit, on se raconte grâce à un couscous. Et le couscous, c'est aussi un chant à la liberté. La liberté de se rappeler le souvenir de sa maman et les heures de préparation commune, les rires et surtout la famille. La liberté de s'imaginer traversant les océans pour le déguster au milieu des chameaux du désert en sirotant un bon verre de thé à la menthe bien chaud, sous un ciel étoilé comme photographie infinie. Ainsi, le couscous n'est pas seulement destiné à nourrir, il a une autre destinée. Eh bien, les voici les messages. Aujourd'hui, nos cœurs vaillants, avec l'ardeur et l'humilité de néophytes, désiraient vous démontrer, chers parterres de personnalités éloquentes, que n'importe quel sujet peut donc être sujet à l'éloquence, seulement s'il est fait avec cœur et conviction. Oui, nous aurions pu disserter sur l'impossible, sur le possible, sur l'impossibilité de l'être, sur l'absurdité de l'existence. Que de réjouissance. Seulement, parler 8 minutes durant d'histoire, d'étymologie, d'économie, de sociologie, de féminisme, sous un extravagant prisme culinaire, c'était inviter les mots de Cocteau à résonner dans cette imminente assemblée. Nous reparlerons à tous que finalement, nous vous rappelons à tous, que finalement, à l'impossible, nous sommes tenus. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Nous avons donc exploré de nouvelles frontières de l'impossible. Alors en effet, on n'a pas répondu à la question qui fait débat. Est-il algérien, tunisien, marocain? Je vous laisse disserter le temps d'accueillir du coup sans suspense notre dernier binôme, constitué de Céleste Jacquemin Paris Descartes et de Fatima Abdelmoumni Mazar. Merci de les accueillir chaleureusement. Céleste, Fatima, vos 8 minutes commencent maintenant. Impossible. Impossible. C'est impossible. Comment faire? Comment s'en sortir? Il est parti. Tu es parti. Comment faire? Je ne sais pas comment faire. Je suis perdue sans toi. Sans toi, c'est impossible. Comment faire? Où commencer? Oui, je sais, Nietzsche. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Je sais que je suis forte et que je peux dépasser mes limites, surmonter cela. Combien de fois l'ai-je fait? Comment faire? Triste condition humaine? Oui, quelle triste condition humaine que d'être condamnée au bord de l'impossible. Je tombe. Je tombe. L'être face au néant. L'être face à l'impossible. Comment faire? Un être manque et plus rien n'a de sens.
L'amour est terrible. Il nous transcende, nous fait toucher les étoiles, nous fait rêver et reprend tout. Comment faire? Impossible? C'est impossible de continuer sans toi. Vous avez dit impossible. Admettons que je retourne dans la peau d'un enfant. Mon innocence et ma naïveté ne peuvent comprendre ces mots. Bien sûr que c'est possible de continuer sans lui. Ce n'était juste pas ton prince charmant. Un jour, tu verras, tu embrasseras le bon crapaud. N'oublie pas que Cendrillon a dû vivre en souillon avant de devenir une princesse. Il suffit de trouver une baguette magique ou une bonne fée qui viendra exaucer ce vœu de bonheur tant souhaité. Tout est possible. L'amour est magique. Et l'enfance nous ouvre tous les champs du possible. On disparaît quand on le souhaite, on transforme le monde qui nous entoure, on devient quelqu'un d'autre pendant quelques heures. L'impossible n'existe pas dans les yeux d'un enfant. Chaque instant est façonné à notre goût et nous construisons ce monde idéal qui nous fait affronter tous les défis. Oui, l'enfance nous rend insubmersibles. Pourquoi perd-on cela? Le temps a tué l'innocence qui dansait en nous, tué notre arme contre l'impossible. Garde cette âme d'enfant, garde ouvert ce champ des possibles, garde ta baguette magique contre toi. Vous avez dit impossible? Admettons que j'ai 18 ans. Ma jeunesse, aidée par les ailes de Red Bull, ne peut tolérer ce mot. Comment projeter un futur avec les limites de l'impossible? Des limites floues, car personne n'a jamais su les définir. Des limites brouillées, car chaque siècle a su les repousser à coups de découvertes et de recherches. Vous, aînés, utilisez le mot impossible comme arme de protection. Vous tolérez si peu l'échec que vous utilisez le mot impossible pour justifier l'absence de courage. Oui, l'âge vous a rendu lâche. Vous n'essayez même plus. Vous partez perdant. Pourtant, vous êtes les premiers à donner des grandes leçons de vie. Agissez comme s'il était impossible d'échouer, car l'impossible n'est pas français. Et quand même Adidas nous dit que « impossible is nothing », alors la jeunesse y croit. L'impossible n'existe pas. Rappelez-vous de votre père qui expliquait l'exercice de la baignoire, car il était persuadé que vous pouviez comprendre à quelle heure il se remplissait. Et de votre mère qui a maintes fois répété de vous couvrir, car elle savait qu'un jour vous l'écouteriez. Et cet acharnement nous a montré que rien n'était impossible. Car un jour, vous avez su combien de temps la baignoire prendrait à se remplir. Et le lendemain, vous avez pris un petit pull avant de sortir. Alors voilà, à nous de vous rendre l'appareil. Pourquoi abandonner? Pourquoi se laisser vaincre par cet impossible? Pour un chagrin d'amour? Pourtant, vous avez bien dit que le premier amour qui nous a tant fait pleurer ne serait qu'un vilain souvenir dans quelques années. Que cette insurmontable douleur disparaîtrait avec de la glace à la vanille. Vous avez dit impossible. L'adulte que je suis s'insurge. Vous n'avez plus l'âge de croire en ces bêtises. C'est le mot que nous utilisons pour dissuader les enfants, pour poser des interdits. Mais chaque adulte sait pertinemment que l'impossible n'existait pas, que ce n'est qu'un mirage que le temps efface. L'espèce humaine a vu le monde changer et celui-ci a vu l'Homo sapiens accomplir l'impossible. Comment expliquer à Lucie, l'australopithèque, que les hommes se baladent avec du feu dans la poche et l'utilisent même pour draguer? Comment faire comprendre à Jeanne d'Arc que Thomas Pesquet a vécu dans l'espace pendant 6 mois? Et comment annoncer au roi Soleil que nous pouvons parler à quelqu'un vivant à l'autre bout de la planète? Ce qui avait paru inimaginable, impensable, inconcevable, impossible, est devenu notre quotidien à tous. L'homme n'a pas accepté l'impossible, il a continué sa route, sans douter de lui et de ses capacités. Alors, comment peux-tu dire qu'il est impossible de continuer sans lui, après tout ce que nous avons accompli? Ton problème paraît tellement minime quand on le compare à celui d'Isaac Newton ou des frères Lumière. S'ils ont réussi, nous pouvons le faire aussi. Puise ta force dans l'histoire et rappelle-toi que la technologie t'a offert Tinder pour penser les peines de cœur.
Alors voilà, nous avons tous ces moments de vie qui résonnent en nous. Cette voix d'enfants, d'adultes, d'adolescents qui croient en nous et qui nous rappellent que notre vision du monde et de l'impossible évolue. Que notre impossible d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et ne sera pas celui de demain. Vous avez dit impossible? Oui, c'est impossible. Impossible de se remettre d'une rupture le jour même. Impossible de partir en lune de miel sur la lune. Et impossible de briser un diamant avec la seule force de ses mains. Oui, tout est impossible si vous ne regardez la situation qu'avec vos yeux d'aujourd'hui, sans recul. Vous avez dit impossible, mais vous vous trompez de terme. Vous ne parlez pas réellement d'impossible, mais seulement d'une incapacité éphémère. Il vous manque quelque chose, un facteur dans l'équation que seul le temps peut combler. Vous avez dit impossible? Sachez que l'impossible existait, existe et existera. Mais il est à chaque seconde remodelé, redéfini. Et vous êtes l'architecte de celui-ci. Alors il revient à chacun de choisir ses contours, voire même d'éliminer cette barrière. Rien n'est éternellement défini, pas même l'impossible. Et souvenez-vous de ce que disait William Ward. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, nous nous sommes probablement reconnus les uns et les autres dans certaines de ces voix que vous avez fait parler. À nous de nous en souvenir le moment venu. Je tenais à remercier tout particulièrement Fatima, puisque pour votre information, Fatima a découvert il y a moins de 72 heures qu'elle ne serait pas dans le public, mais sur scène, pour ce concours d'éloquence. Donc vraiment, bravo Fatima pour ce courage. Nous avons disserté sur l'impossible grâce à nos 5 binômes. Nous allons désormais laisser quelques minutes à notre jury pour délibérer. Et cher public, nous nous retrouvons, ne bougez pas, ne bougez surtout pas, pour l'annonce finale des lauréats du premier concours d'éloquence de la Cité de la Réussite. À tout de suite. Cher public, chers participants, l'heure est venue de clôturer ce concours d'éloquence avec la remise des prix. Chers membres du jury, puis-je vous demander de nous révéler le nom du binôme à la 3e place de ce concours? Alors, à la 3e place du concours, nous avons choisi le binôme numéro 5. Cher jury, puis-je vous demander de révéler le nom du binôme à la 2e place de ce concours? À la 2e place, nous avons choisi le binôme numéro 2.
Et le moment que vous attendez tous, chers jurys, puis-je vous demander de révéler le nom du binôme gagnant de ce premier concours d'éloquence de la Cité de la Réussite? Et donc, à l'unanimité, le binôme gagnant est le binôme numéro 3. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour votre écoute attentive, pour vos encouragements et surtout pour les émotions que nous avons vues traverser dans ce très bel amphithéâtre Descartes aujourd'hui. Je peux te couper juste 2 secondes? Nous aussi, on doit t'offrir des fleurs pour te remercier. Voilà, ça y est, c'est très gênant. Merci beaucoup. Merci. On va faire plus simple. Et finalement, ici, c'était ça, l'impossible. Se réunir à nouveau, démasqué, en 2022, dans ces murs qui ont vu se produire tant de choses, pour partager avec une grande sincérité des tranches de vie, des opinions, des convictions, et s'autoriser pendant 90 minutes à oublier nos propres existences au profit de cette belle expérience. Et si c'était ça l'impossible, alors allons-y. Prenons le temps, encore et encore. Prenons le temps d'écouter, de partager et d'explorer les limites du possible. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup.